bienvenue à vous tous, madame, monsieur, à ce numéro de l'invité. Pour ce numéro, on va découvrir ensemble une personne, un Congolais de la diaspora qui a quitté le pays à peine qu'il était majeur. Il a fait le tour du monde, il a travaillé pour les grandes entreprises du monde. Son parcours vous inspirera certainement. Jean-Paul Mouka est avec moi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour M. Gaëtan, c'est un plaisir d'être là. Ouais, merci infiniment. Alors comme ça avec vous, on va parler de votre parcours, dans le but certainement d'inspirer le jeune Congolais qui va nous suivre, pourquoi pas lui donner un modèle de vie. Parce que vous êtes une personne qui s'est montrée assez résiliente face à plusieurs obstacles. D'abord, vous êtes un Congolais de la diaspora. Aujourd'hui, vous êtes au Canada. Tout à fait. En peu de mots. Il vous est déjà arrivé de vous présenter vous-même en peu de mots. Merci beaucoup. Docteur Jean-Paul Mouka, expert en transformation numérique des entreprises. Donc, j'œuvre au quotidien dans le financement des entreprises au commerce international. J'opère en ce moment, j'œuvre au sein du gouvernement canadien dans l'Agence du développement de l'exportation, Exportation et Développement Canada, EDC en sigle. Et en fait, mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner les entrepreneurs et investisseurs exportateurs canadiens à leur rayonnement à travers le monde. Cela passe par du financement, des subventions, de l'information sur les marchés mondiaux et la gestion des risques. Voilà. Alors, vous avez quitté le pays à peine, vous étiez majeur, 18, 19 ans. Vous étiez comme ça dans le Grand Katanga, vous êtes parti en Afrique du Sud pour les études et depuis lors, vous n'avez jamais chômé. Et vous avez fait succéder les entreprises internationales, l'une après l'autre, jusqu'à vous retrouver aujourd'hui dans le gouvernement canadien. Est-ce que vous n'êtes jamais dit que moi, je suis un garçon chanceux qui est peut-être né avec une cuillère en or dans le dent? Absolument pas. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. En fait, cuillère en or, pas du tout. J'aurai peut-être l'occasion de vous retracer un peu mon parcours. Ce qui est sûr, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu une grâce incroyable. J'ai quitté le pays, j'avais 17-18 ans, tout jeune, immédiatement après mon bac pour aller étudier en Afrique du Sud. Et de fil en aiguille, j'ai exploité les opportunités que la vie m'a présentées. C'était jamais facile. On est dans une période où le Congo est en pleine guerre, la première guerre de l'Est, 96-97. J'ai eu pas mal de soucis à m'intégrer, à m'adapter. Et beaucoup de leçons apprises dans mon parcours parce que je suis de ceux qui croient que lorsque l'on émigre, on devrait s'approprier les codes du pays d'accueil. Très souvent, les Africains, les Congolais, on tombe dans le panneau, on veut vivre là-bas comme au bled. On est en Belgique, en France, au Canada, mais on vit exactement comme au Congo. On s'entoure que de Congolais, ce qui n'a rien de mal en soi. Mais en fait, quand on arrive dans un pays, surtout dans un pays qui ne parle pas français comme langue officielle, je pense qu'il y a intérêt à s'immerger, à s'entourer, le Congolais et d'autres, mais en tout cas des personnes qui pourront vous apporter un plus, déjà dans l'apprentissage de la langue, qui est très souvent un facteur majeur d'intégration, mais aussi l'apprentissage des codes culturels. Voilà, à Rome, on fait comme les Romains. Voilà, vous êtes arrivé en Afrique du Sud, vous avez pris l'inscription dans une université pour suivre un cursus en gestion. Après, vous combinez travail et études. Gestion et spécialisation informatique. Donc, je m'enrôle à l'université de Johannesburg. Et heureusement pour moi, je n'ai pas eu un parcours très typique, très linéaire, parce que dès ma deuxième année, donc l'équivalent de G2, deuxième année de graduat si on veut, j'ai eu l'opportunité de travailler. Parce que j'étais très indépendant d'esprit, je ne voulais pas rester au crochet des parents et autres tuteurs qui m'encadraient, notamment financièrement. Et je me suis dit que voilà, je devrais me trouver un petit boulot. Et donc, d'opportunité en opportunité, j'ai atterri dans des milieux où je pouvais me développer. Et donc voilà, aujourd'hui, ça fait 23-24 ans que, comme vous l'avez si bien dit, Dieu merci, je n'ai jamais chômé parce que je n'ai pas attendu d'être diplômé pour chercher du travail. Et ça, c'est un piège aussi qui est tendu à beaucoup de mes jeunes compatriotes et autres, surtout dans la diaspora. On se dit on ne vaut rien, on ne peut rien, attendant d'avoir terminé pour enfin être un diplômé inexpérimenté, stagiaire et tout. Moi, j'ai eu la chance, dès ma deuxième année à l'université, d'avoir un emploi et depuis, je vais d'emploi en emploi et puis j'ai eu aussi l'occasion de créer quelques petites entreprises. Certaines ont bien marché, d'autres beaucoup moins bien, mais vous savez la phrase de Tata Madiba Nelson Mandela, dans tous les combats de sa vie,
soit on gagne, soit on apprend. Là où je n'ai pas gagné, j'ai appris. Et vous n'aviez pas encore obtenu votre diplôme, que vous êtes tombé sur votre plus grosse chance, je dirais comme ça, travailler chez Vodacom. Et ce sera l'occasion de revenir à Kinshasa, de venir plutôt pour la toute première fois découvrir la capitale. Et voilà, ce sont des occasions qui s'ouvrent de manière interminable. Alors, la partie Vodacom ou la partie ça, c'était au début de Vodacom ici. C'était, oui, j'ai intégré au niveau de l'Afrique du Sud et j'ai fait un stage là-bas pour revenir ici. C'était une chance extraordinaire pour moi à l'époque parce que, en fait, l'intitulé du poste et la description du poste a exigé une expérience professionnelle que je n'avais pas. De 10 ans. Oui, à peu près. 10 ans d'expérience pour un gestionnaire de projet informatique et facturation en RDC. Je n'avais pas le quart de cette expérience-là, mais j'avais d'autres atouts pour moi. Donc, notamment, j'étais congolais. Donc, à l'époque, vous savez, pour que les expatriés viennent ici, c'était des conditions à n'en pas finir. À cause de l'instabilité politique. L'instabilité politique à l'époque, je vous rappelle qu'on est en 2002, hein, donc pour ceux qui auraient oublié 2002, c'était quand même, le pays était quand même considéré comme un coupe-gorge. Il l'est toujours à certains égards dans certains coins, mais à l'époque c'était vraiment généralisé et pour venir ici, il fallait vraiment considérer ça comme un risque extraordinaire. Et voilà, moi j'étais un jeune à l'époque seul, sans famille, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc je me lance dedans. Je connaissais le pays parce que j'ai grandi dans le Katanga, mais je ne connaissais pas Kinshasa. Bon, je suis venu quelques fois en vacances avec mes parents quand j'étais tout petit, mais je ne savais pas dans quoi je m'engageais. J'ai même laissé une porte entrouverte là où je travaillais pour dire, écoutez, j'essaye, mais si dans 3, 4, 6 mois, soit ils ne veulent pas de moi parce que je n'ai pas réussi à ma période d'essai ou parce que moi je me rends compte que ce n'est pas pour moi, écoutez, réservez-moi quand même une petite place. Mais quand je suis arrivé, je n'ai jamais regardé à l'arrière et voilà, le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Justement, j'ai parlé des opportunités interminables. Il y a non seulement que vous êtes allé par après travailler chez IBM, on va en parler, mais également vous avez eu l'occasion de rencontrer la femme de votre vie et vous avez travaillé avec brio chez Vodacom au point que ce sont les entreprises qui couraient après vous. Écoutez, humblement, je peux dire que j'ai réussi dans ce que je faisais. J'ai surtout beaucoup appris. C'était un choc. À l'époque, j'avais 22 ans. Qu'est-ce qui avait changé à votre arrivée à Kinshasa, dans votre vie en fait? La culture en général n'était pas la même. Comme je vous ai dit, ma vie d'adulte s'est faite en Afrique du Sud. Je me suis forgé en tant qu'adulte en Afrique du Sud. En fait, même des choses simples, même le français que j'essaie de parler aujourd'hui, en fait, je l'avais presque perdu parce que, étant obligé, comme je le disais en introduction, de m'immerger dans la culture sud-africaine, j'étais tout le temps en anglais, je réfléchissais en anglais, j'étudiais en anglais. Ça fait que revenir travailler essentiellement en français. Heureusement, pour une entreprise sud-africaine et les télécommunications, le numérique, vous êtes appelé inévitablement à traiter avec des expatriés ou des étrangers, notamment anglophones qui arrivent. Mais c'était difficile, culturellement c'était difficile, on a l'impression que tout va trop lentement, on a l'impression que rien n'est structuré. Mais j'étais venu notamment pour ça. Moi je suis venu pour justement créer ce qu'on appelle le Project Office en jargon, donc l'administration et la gouvernance des projets, c'est-à-dire là où de bonnes choses se passent, mais créer les règles, la gouvernance, la gestion de projet, le suivi des projets, pour que justement les choses soient plus structurées. Et c'est à ça que je me suis employé. J'ai réussi et j'en suis fier. Et très jeune déjà, vous avez trouvé un bon emploi et vous le quittez de sitôt, peut-être pour retourner en Afrique du Sud. Ça étonnerait plus d'un Congolais qui s'attache bien à une chose, qui paye mieux, dans lesquelles on se retrouve, etc. Tout à fait. Choix de vie, quelques contraintes familiales. Et puis, je me suis aussi remis en question. C'est vrai, je suis arrivé ici, j'ai rencontré la femme de ma vie, comme vous le disiez. Je suis devenu parent. Et tout ça, ça appelle à réfléchir, à replanifier sa vie. On se dit, mais est-ce que c'est ça vraiment que l'on veut pour l'instant? Mais vous aviez tout déjà, non? Avec Vodacom, j'imagine un peu. On vous a pris de loin, vous étiez nourri, vous aviez tout ce qu'il fallait pour un jeune de votre âge. Tout c'est relatif. Oui, c'est vrai, pour quelqu'un de mon âge, je n'étais pas à plaindre, je l'avoue. Mais bon, il faut aussi avoir des ambitions dans la vie. Une des ambitions était de continuer mes études. Je vous ai dit que je suis venu ici uniquement après mon premier cycle. Je voulais continuer dans mon parcours LMD, c'est-à-dire avec ma maîtrise et éventuellement mon doctorat, ce que j'ai fait. Et je pensais que le mieux était de repartir vers l'étranger et un peu accélérer tout ça. Et puis bon, voilà, de fil en aiguille, j'ai eu d'autres opportunités parce qu'ici, j'ai fait beaucoup de réseautage aussi. Toutes les personnes avec qui je travaillais, qui viennent d'Afrique du Sud, d'Europe, d'Amérique, de partout,
j'ai quand même ce contact facile, je l'espère en tout cas. Et puis, je dis à tout le monde, je conseille toujours aux gens que le travail, quand on a l'occasion d'aller en mission de service, d'aller en formation, c'est une occasion pour travailler, pour apprendre, pour faire des formations, mais c'est surtout une occasion pour faire du réseautage. Vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs, c'est en fait un réseau d'affaires, un carnet de visite qui, in fine, constitue un tremplin pour les prochaines opportunités de votre vie. Rapidement, vous dites que quand on sait combiner les études et le travail, il vaut mieux privilégier les études. Est-ce évident cela? C'est pas toujours évident parce que la vie, des fois, ne vous laisse pas le choix. Oui. Même si je suis de ceux qui croient qu'il y a toujours le choix. Moi, j'ai perdu des opportunités de travail en tout début de ma carrière parce que j'avais le choix entre le travail et les études. Maintenant, je suis issu d'une famille où je suis l'aîné. Mes parents ne m'auraient jamais pardonné d'abandonner les études. Mais je pense qu'il y a des choix difficiles parfois à faire. Pour moi, les études, ça avait un sens et le choix était clair. Si je trouvais un travail qui ne me permettait pas de poursuivre mes études, ce n'était pas un travail pour moi. Et Dieu merci, j'ai toujours trouvé un travail qui me permet de combiner. Et comment vous avez fait pour vous retrouver cette fois-là chez IBM? IBM, il faut dire, c'est la grande entreprise qui fournit des solutions technologiques dans le monde. Tout à fait, encore une fois, du réseautage. Ici déjà, lorsque je travaillais dans la gestion des projets, IBM était un de mes fournisseurs à travers ses distributeurs et ses partenaires basés notamment en Afrique du Sud. Et ils sont devenus mes amis, ils ont vu que j'excellais, je brillais dans ce que je fais. Et quand j'ai exprimé ma volonté de repartir sur l'Afrique du Sud, ce ne sont pas les offres qui ont manqué. Et voilà, j'en ai trouvé une qui me convenait à l'époque. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé chez IBM et j'ai eu la responsabilité du développement des affaires. Dans plusieurs pays comme ça. Dans le logiciel, en charge de l'Afrique centrale et l'Afrique australe d'abord, ensuite à l'Afrique de l'Est. Donc, bref, à diverses étapes, à divers moments de mon parcours dans la société, j'ai couvert pratiquement toute l'Afrique et le Moyen-Orient. Et comme si cela ne suffisait pas, avec un esprit peut-être de Bernard Tapie, vous êtes allé de IBM pour travailler chez son concurrent, le plus grand concurrent de IBM, Oracle. Tout à fait, encore une fois. Vous n'étiez pas gêné vous-même? Non. Non, pas du tout. En fait, l'ambition toujours. L'ambition toujours, mais vous savez, dans le milieu professionnel, surtout dans le numérique, c'est très compétitif. Le téléphone sonne tous les jours, tous les mois, toutes les semaines. On essaie de vous débaucher. Encore une fois, pourvu que vous soyez bon dans ce que vous faites et que il y a des offres alléchantes comme ça. Pas toujours. Des fois, c'est des offres. Vous regardez, vous vous dites, bon, je suis mieux là où je suis. Et parfois, alléchante, c'est relatif parce que c'est pas que la partie pécuniaire, mais il y a aussi la partie opportunité. Par exemple, lorsque j'ai quitté IBM, c'était pas forcément pour beaucoup plus d'argent, mais c'était pour une meilleure opportunité. Peut-être que vous allez en reparler. C'est au moment où je m'étais engagé dans mon PhD, mon doctorat, et les projets que m'offrait. Les opportunités que m'offrait Oracle s'alignaient beaucoup mieux, s'alignaient mieux avec le parcours académique dans lequel je m'étais engagé. Et somme toute, c'était une meilleure offre. J'ai regardé, j'ai vu qu'après 8 ans dans la boîte, j'avais plus ou moins fait le tour de la question. Et voilà, j'ai traversé. Et vous avez fait le tour du monde avec Oracle, vous êtes allé en Asie, en Amérique, en Afrique et également au Moyen-Orient, si je ne me trompe pas. Tout à fait, j'ai fait le tour du monde, j'étais rattaché au bureau de Dubaï, au Moyen-Orient, donc ça m'a permis d'être là-bas très régulièrement et de voir un peu une autre vision du monde à partir du Moyen-Orient. J'ai fait un stage notamment, vu que je travaillais dans l'externalisation des process métiers des entreprises, c'est-à-dire l'outsourcing. J'ai été envoyé dans un stage à Bangalore, qui est en Inde, qui est un peu la capitale mondiale, au moins en ce temps-là, de l'externalisation. Vous savez, les grands call centers, quand vous êtes, je sais pas moi, aux États-Unis, en Angleterre, et que vous appelez votre entreprise de voyage ou votre support technique pour un billet, pour changer un billet, pour un service client, en général, les personnes qui vous répondent ne sont pas aux États-Unis, ne sont pas en Grande-Bretagne, elles sont à l'île Maurice, elles sont en Inde. Ces pays-là ont développé leur industrie et se sont rendus attractifs dans ce domaine-là. Donc mon employeur m'a envoyé pour voir ce qui se faisait de mieux et voir en quelle mesure le répliquer dans certains pays d'Afrique, ce que nous avons plus ou moins bien fait. Alors après, vous êtes revenu aux études en Afrique du Sud pour terminer votre cursus. Vous avez obtenu un diplôme. Vous étiez, je pense, le premier noir à avoir obtenu ce genre de diplôme dans votre université sur 50 ans comme ça. Mais ce n'est pas seulement ça que vous allez nous dire. Vous allez nous dire également, après, vous voudriez bien partager ce mérite avec les Congolais en Afrique du Sud. Dans votre ambassade, on vous accueille froidement. Et ça vous choque. C'est la raison peut-être de votre venue ici pour essayer de voir comment on peut arranger les choses au niveau de la diaspora et même comment inspirer le Congolais à faire mieux.
Tout à fait. En fait, je n'étais pas le premier noir, parce que, bon, évidemment, quand l'Afrique du Sud, c'est un pays en majorité noir, donc il n'y a rien que j'ai fait que les Noirs en Afrique du Sud n'aient pas encore fait, peut-être même les Congolais. Mais en fait, la particularité de mon doctorat en Afrique du Sud à l'Université de Johannesburg existe depuis 1970, la faculté de gestion un peu plus tard, mais cette faculté n'avait jamais produit un docteur en technologie, en gestion des technologies de l'information. J'en étais le premier en 50 ans. En train de dire, ouais, je relativise toujours un peu. Enfin, c'est quelque chose que je dis pas, je suis fier, mais j'essaie toujours de relativiser parce que vous savez, il y a quand même une inflation aujourd'hui dans premier noir à ceci, première femme à cela, premier Congolais à cela, premier. En fait, c'est quelque chose. Heureusement que c'est moi qui l'ai dit, oui, c'est pas vous. Merci de le relever. C'est quelque chose qui pourrait inspirer un autre, mais c'était une fierté. Mais là, l'autre partie de votre interpellation, c'est que moi, d'abord, dans mon cursus universitaire, je ne m'étais jamais senti accompagné par le Congo, par le gouvernement congolais, par l'ambassade congolaise, d'aucune manière. Peut-être même que je n'en avais pas besoin de cet accompagnement, ou peut-être carrément que je ne savais pas ce qui existait et tout. Contrairement, par exemple, à mes amis, je ne sais pas, Gabonais, Brazzavillois, Sénégalais, qui de temps en temps allaient récupérer une bourse parce qu'ils étaient des boursiers, ils allaient récupérer quelque chose à leurs ambassades. Moi, ce n'était jamais dans mes besoins. Par contre, ce qui m'avait frappé, c'est que le jour j'ai défendu ma thèse, et puis le jour de la présentation de mon diplôme, vous savez, on commence par les niveaux les plus bas, et quand on arrive au doctorat, c'est tout un tintamarre et tout, et il n'y en a pas beaucoup en général dans la salle. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu mettre mon pays en avant ce jour-là. J'étais drapé de drapeau congolais, machin. Donc, vous allez sur la toile, vous tapez Jean-Paul Mbuyamba Mouka, vous allez voir. Donc, j'étais vraiment tout à fait auréolé, machin. J'ai fait tout un tintamarre parce que je voulais mettre mon pays en avant. La presse sud-africaine était présente. J'avais lancé une invitation à l'ambassade du Congo dans le pays de la RDC, le pays que j'existais. Personne n'avait répondu. Et puis par après, donc le Congo était représenté à travers mes frères qui étaient venus, on a fait du bruit, on a vraiment essayé de mettre le pays en avant. Et d'autres Africains qui se sont joints à nous pour dire « Vous êtes, monsieur, une fierté pour l'Afrique ». Ensuite, ce qui m'avait davantage choqué, c'est qu'après ça, j'ai sollicité d'être reçu et de présenter mon trophée. Vous savez, quand un champion du monde en boxe gagne sa ceinture, il l'amène vers les autorités du pays où il a gagné son trophée. Et où il dit, voilà, je viens humblement vous présenter ça parce que je crois avoir fait la fierté du pays. À mon grand désarroi, j'avais été reçu assez froidement. Les autorités étaient informées, mais pas tout à fait. Avait confirmé qu'elle serait là, mais en fait, il y aurait eu des urgences. Bref, après m'avoir fait poireauter comme ça dans des salles d'attente, des heures et des heures, la presse était là, tout était fin prêt pour en faire un petit événement. On viendra m'annoncer que non, les autorités avaient eu une urgence, elles devaient partir, je ne sais plus, en Angola ou je sais où. D'ailleurs, j'apprendrai par après que c'était à relativiser tout ça en termes de franchise. Mais bon, j'ai juste compris qu'il y a à faire, parce qu'aujourd'hui, je vis toujours dans la diaspora, mais Vous changez de pays. Vous avez été quelqu'un de la diaspora au niveau de l'Afrique du Sud, à Dubaï, et maintenant vous êtes au Canada, où vous travaillez pour le gouvernement canadien. Aujourd'hui, on colle un peu une étiquette à la diaspora. On dit que vous êtes trop dans des futilités, vous ne savez pas voir l'essentiel pour le développement du pays. Le chef de l'État, vous avez rassemblé cette semaine, si je ne m'abuse pas. Mais vous, par contre, vous dites que c'est le gouvernement qui ne fait pas assez. Bon, vous savez, les torts sont toujours partagés dans une affaire comme ça. Vous savez, c'est des problèmes qui durent depuis longtemps. C'est pas, moi, je ne suis pas le premier. Qu'est-ce qui devrait être fait exactement? Ce qui devrait être fait d'abord, la diaspora, ce qui devrait être fait, c'est d'arrêter de stigmatiser la diaspora d'abord. La diaspora, les Congolais de la diaspora ne sont ni plus ni moins que les Congolais d'ici. Donc, il faut arrêter de penser que les Congolais de la diaspora sont les seuls à apporter une pierre au développement de ce pays. Nous sommes chacun, dans ce qui fait, à son niveau, le miroir, le reflet de ce que nous faisons et du rayonnement de notre pays. Et donc, nous nous devons d'exceller là où nous sommes. Maintenant, la diaspora, c'est qui? La diaspora, elle est plurielle. Il y a la diaspora en Afrique, il y a la diaspora au Kenya, en Afrique australe, en Amérique, au Canada, en France. Donc, il faut arrêter de toujours tout mettre, toujours tout mettre dans le même sac et dire la diaspora. La diaspora, c'est qui? Il y en a qui étudient. Vous allez partout en Occident, vous trouverez des experts congolais. Vous allez à la NASA, vous allez dans les gouvernements, vous allez dans les ministères, vous allez dans les institutions scientifiques, dans les universités. Il y a des Congolais partout. Donc, arrêtons de faire croire au monde que la diaspora congolaise est la plus nulle, et la plus dissolue, et la plus ceci, et la plus cela. Maintenant, qu'il y ait des brebis galeuses, évidemment qu'il y en aura toujours. Donc ça, ce n'est pas un débat. Le débat, c'est une fois qu'on pense pays, arrêtons de nous diviser, arrêtons de penser que... Déjà, on est divisé même ici.
Il y a des Congolais d'ici, il y a des Congolais de là-bas, il y a des Congolais de telle province, des Congolais de telle autre province. Et maintenant, la diaspora constitue une autre excuse pour s'entre-déchirer alors que l'on est déjà suffisamment. Comme si on n'en était déjà pas suffisamment. Donc, à mon avis, c'est un faux débat. Quand on revient, évidemment, il y a toujours cette tentation peut-être de certains, donneurs de leçons. Et puis quand ils arrivent dans des postes où ils sont un peu à la traîne, on se dit, voilà, on a amené des, je sais pas moi, ils étaient taximens en Europe, ils deviennent directeurs de ceci, ici. Évidemment, ça sont des dérives à combattre et tout, mais arrêtons de toujours tout mettre dans le même paquet pour dire la diaspora, pour dire les Congolais d'ici. Il y a l'excellence partout, il y a la médiocrité partout. Alors, qu'est-ce qui devrait être fait au niveau des ambassades, justement? Parce que vous critiquez aussi l'organisation, la structure. On n'en fait pas suffisamment pour rassembler peut-être la crème intellectuelle de gens dans chaque secteur pour essayer de voir comment améliorer les choses. Alors, il y a des choses très simples qui pourraient être faites. Par exemple, dans les ambassades du Congo à l'étranger, moi, de mémoire, je sais qu'on se réunit que le 30 juin peut-être pour une cérémonie, pour les concerts, ça vous aimez beaucoup. Célébrer l'indépendance, pour les concerts, il faut jamais oublier, c'est les concerts. Mais aussi quand il y a des manifestations sportives, ce qui est bien pour le foot, parce que le sport contribue à l'intégration, à l'unité sociale. Mais je vois très peu d'initiatives dans le développement économique. Donc, et pourtant, là où nous sommes, dans la diaspora, la plupart d'entre nous sont économiquement actifs. Certains sont entrepreneurs, d'autres sont employés, d'autres sont dans la débrouille, mais en tout cas de manière plus ou moins légale. La grande majorité, ils sont économiquement actifs, ils ont un pouvoir d'achat et il y a des choses très simples à faire. Par exemple, les attachés économiques de nos ambassades et tout, je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur programme, mais il faut arrêter d'être toujours dans l'improvisation. Nos ambassades sont juste en fait, c'est des endroits où on ne va que pour peut-être chercher un papier de voyage, un visa et autres. Mais il y a tout l'aspect économique de la diplomatie économique. Ça ne coûte rien, par exemple, de rassembler par thématique, par secteur, les Congolais qui existent dans ce domaine-là, dans le pays où vous êtes. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que notre ambassade, prenez n'importe quel pays, peut vous fournir à la demande une liste de tous les étudiants Congolais, pourquoi ils ne le font pas? Congolais enregistrés dans ce pays-là. Et pourtant, à la demande officielle, auprès des institutions académiques, c'est l'autorité diplomatique qui s'exprime, qui dit, voilà, sans rentrer dans les informations personnelles, on fait un recensement. On veut savoir, dans un pays X, combien d'étudiants congolais sont dans telle filière, combien sont dans des filières dans les sciences humaines, combien sont dans les sciences économiques, combien sont dans le numérique, etc. Quitte à, je ne sais pas moi, une fois par mois, à des échéances assez régulières, organiser des séminaires. Moi, par exemple, dans mon domaine, je crois avoir fait du chemin et donc j'ai à partager avec les plus jeunes qui arrivent. Moi, j'aurai du plaisir à parler, par exemple, aux étudiants canadiens et congolais qui sont au Canada, surtout ceux qui sont dans la région de la capitale Jean-Paul Ottawa. Mouka, qu'est-ce que vous faites pour votre pays, puisque vous travaillez déjà à l'autre pôle, bien loin de votre pays, mais c'est vrai, on apprécie bien la critique que vous faites, mais jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour les RDC? Ok. Au niveau personnel, moi je suis un entrepreneur dans l'âme. Donc aujourd'hui, en tant que fonctionnaire, en tant qu'employé du gouvernement canadien, il y a des choses que je ne peux plus me permettre dans le privé pour éviter tout soupçon de conflit d'intérêts. Mais quand j'étais dans le privé, moi, j'ai créé une entreprise au Congo, j'ai créé une petite boîte de conseil, j'ai créé quelques emplois. C'est déjà ça. Quand vous avez pendant 2 ans une petite entreprise qui paye régulièrement 3, 4, 5, 6 salariés, c'est déjà ça. Il y a autant d'opportunités dans ce pays, mais attention, ce n'est pas une affaire de Jean-Paul Mouka ou de Gaëtan. C'est quels mécanismes sont en place pour que ce que je fais là-bas, je sois en mesure de le repiquer ici. Je vous donne un exemple. Moi, je travaille, j'ai un revenu. À l'échelle d'une personne, ce n'est pas beaucoup, mais on est des milliers comme ça. Où est la banque de la diaspora? Au Congo, ici. C'est-à-dire, à travers le petit revenu, ce qu'on ponctionne dans mon petit revenu, je supporte la retraite des vieux occidentaux, d'accord? Je supporte l'assurance maladie des occidentaux. Tout ça, on est déjà habitués, nous, dans la diaspora, à des cotisations, mutuelles de santé, etc., etc. Si nous avons une banque organisée, banque d'investissement,
des fonds venant de la diaspora, comme on fait avec les transferts Western Union, parce que chacun de nous, chaque mois, on envoie quelque chose pour nourrir nos pauvres parents, etc., etc. Si on pourrait avoir une banque de développement comme ça, je préférerais, au lieu que mes maudiques revenus gagnés de dur labeur soient utilisés à financer des fonds de pension que je ne connais pas, alors qu'ici, on a chacun une tante, un oncle qui a depuis longtemps passé l'âge de la retraite et qui ne sait pas aller à la retraite parce qu'il n'y a pas de revenus pour le soutenir et donc ils sont forcés à aller au travail sans avoir... ils ont déjà passé la fraîcheur intellectuelle, la force mentale. J'aurais préféré contribuer à une banque de développement à travers mes revenus pour financer par exemple la retraite, financer l'enseignement, financer le revenu chômage, l'assurance chômage, l'assurance maladie. Donc ça c'est autant d'institutions, mais ce n'est pas les privés qui doivent créer le climat pour ça. C'est peut-être ma dernière question et puis vous direz votre mot de la fin. Est-ce que vos enfants connaissent la RDC, Kinshasa par exemple, en termes de culture, en termes de paysage? Nous avons choisi, mon épouse et moi, d'éduquer nos enfants en connaissance de leur culture, en connaissance de l'origine de leurs parents. Bien, maintenant, quand ils seront grands, quand ils seront majeurs, ils choisiront le pays où ils voudront contribuer le plus. Nous les avons ramenés au Congo dès que l'occasion s'est présentée et nous le ferons encore davantage. Pour moi, oui, je fais ma part. Et oui, mes enfants connaissent le pays de leurs parents et puis ils feront le choix du pays où ils vont prêter allégeance. Et puis voilà, c'est ce que je peux dire. En fait, chacun fait comme il peut. Hein. Vous savez, c'est pas toujours très simple de revenir chaque année, chaque vacances avec les enfants, mais nous les conscientisons aux besoins, aux réalités du pays pour que lorsqu'ils ont la chance d'être ici, parce qu'ils pourront un jour décider de revenir s'installer ici, parce qu'après tout, ce sont des Congolais, même s'ils sont nés ailleurs, mais ce sont des enfants des Congolais. Je trouve que c'est pertinent cette question. On va parler de la chanson Ninito Salité, qui décrit un tout petit peu le chaos social dans lequel baignent les jeunes Congolais, comme si c'était une fatalité. Quelle lecture aviez-vous fait quand vous avez visionné ou vous avez visualisé la chanson? C'est dommage. Rapidement. C'est triste, mais vous savez, rien ne devrait être une fatalité. Le Congo a des ressources incroyables. Je pense que très souvent, nous donnons nous-mêmes le flanc pour nous faire taper. Nous avons les dirigeants, parfois la médiocrité que nous méritons. Sortant de cet état d'esprit où on ne peut se projeter autrement qu'à travers des hommes forts, des hommes providentiels. Essayons de penser le développement du Congo en tant que institution forte et chacun excellent dans son domaine, malheureusement. Merci Jean-Paul Mouka, j'espère je vais encore avoir l'occasion de vous revoir ici pour que l'on parle d'un autre aspect de votre vie qui va encore une fois inspirer les jeunes Congolais. Je rappelle, vous êtes docteur et expert en transformation numérique. J'aimerais juste dire un petit mot de la fin, si je puis, c'est pour dire à ceux qui nous écoutent que si moi je l'ai fait, c'est pas parce que je suis extraordinaire. Je suis un Congolais lambda, mes parents ont travaillé au Congo, ils ont économisé, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour leurs enfants et tout. Donc il y en a qui pourraient croire que parce que j'en parle, c'est que je suis fils de personnes, je suis fils de dignes parents qui ont travaillé. Donc pour encourager ceux qui sont aussi en train de se décourager et dire que c'est possible, soyez excellents là où vous êtes, y compris au pays. Voilà. Merci encore une fois, Jean-Paul Mouka. Merci à vous également, madame, monsieur, de cette confiance chaque fois renouvelée. Au revoir.